Bonjour à tous pour ce message de fin de session du mois de mai, de plénière du mois de mai ici à Strasbourg. Deux points que je voudrais soulever aujourd'hui et peut-être le premier en dehors des préoccupations dont je vous fais part habituellement en fin de session. Et c'est la problématique de l'immigration qui est revenue à l'avant-plan à l'occasion d'une rencontre entre Sarkozy et Berlusconi à Rome, qui en fait vise à quelque part utiliser la crise nord-africaine qui se passe en Afrique du Nord et l'afflux d'immigrés, donc de réfugiés en fait d'Afrique du Nord sur les côtes de l'Italie et de Méditerranée. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, nous avons la grande chance d'assister presque en direct à une révolution démocratique sur la rive sud de la Méditerranée. Et c'est vrai que ça ne se passe pas partout dans la paix et dans la démocratie. Clairement, on voit les combats aujourd'hui en Libye, on voit qu'en Tunisie, en Égypte, cette transition à la démocratie se passe aussi avec des troubles et qui causent de l'insécurité, ce qui fait qu'un certain nombre de citoyens de ces pays-là sont en train d'émigrer, de fuir leur pays. Alors de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on vous parle d'une vague d'immigration qui déferlerait sur l'Europe? Absolument pas. On vous parle de 25 ou 30 000 personnes. Juste à titre de comparaison, lorsque nous avons été confrontés à la guerre, qui était une affaire autrement sérieuse en ex-Yougoslavie, l'Europe a dû faire face et a fait face à des flux de réfugiés qui portaient sur des centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des forces politiques en Europe qui sont en train d'essayer de surfer sur cette vague pour quelque part se profiler et attiser la peur en Europe. On pense bien sûr à la visite de Marine Le Pen sur l'île de Lampedusa, au large de l'Italie et de la Tunisie. Il s'agit de faire peur aux citoyens européens et au lieu de se réjouir finalement d'une révolution démocratique dans ces pays-là, on tente de se servir de ces réfugiés qui fuient leur pays pour faire peur aux citoyens européens et favoriser des forces politiques qui instrumentalisent cette peur. Alors quelle est la réponse des Verts par rapport à cela? Eh bien vous savez, lorsque on a eu à faire face aux réfugiés d'ex-Yougoslavie, nous avons créé en Europe un statut de réfugié temporaire, c'est-à-dire aussi longtemps que duraient ces guerres, parce qu'il y en a eu plusieurs. Nous avons octroyé aux ressortissants des différentes républiques qui constituaient à l'époque la Yougoslavie, nous avons octroyé un statut de résident temporaire en Europe. Et ce que nous proposons finalement, c'est de faire quelque chose de similaire. C'est vrai que la transition démocratique sur la rive sud de la Méditerranée est une affaire qui va encore durer, qui ne se passe pas, comme je le dis, dans la joie et l'allégresse. Et donc il nous importe, c'est notre responsabilité, et c'est peut-être la meilleure contribution d'ailleurs que nous pouvons faire à l'avènement de la démocratie dans ces pays-là, que d'accepter chez nous, et bien sûr pas uniquement les pays qui sont en première ligne, on pense à l'Italie, à Malte, à la Grèce, à l'Espagne, pas seulement ces pays-là, mais que nous, à 27, soyons en mesure d'offrir un accueil décent à ces quelques dizaines de milliers de personnes de ressortissants de ces pays-là chez nous. Je pense que c'est quelque chose qui est largement à la hauteur de nos moyens. Allez, franchement, nous sommes un ensemble politique de 500 millions d'habitants, 500 millions. On nous demande finalement d'accueillir temporairement quelques dizaines de milliers de personnes. Je pense que c'est à notre hauteur et donc c'est la réponse que l'Union européenne doit faire. Attendez-vous sur ces questions-là à avoir évidemment énormément d'agitation qui fait appel parfois aux fibres les moins glorieuses des citoyens européens. Clairement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette situation, nous devrions plutôt nous en réjouir et nous sommes capables d'accueillir ces gens chez nous. Mais comme je le dis, c'est une affaire temporaire et nous sommes sûrs aussi que lorsque la démocratie s'installera de manière durable en Tunisie, en Égypte, espérons-le, en Libye et ailleurs, que ces personnes n'auront de cesse de retourner chez eux. Deuxième point que je voudrais aborder, c'est la question de la crise de l'euro. C'est plus classique, c'est devenu presque une habitude et une habitude qu'on aimerait bien pouvoir abandonner. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. On a mis au point ces dernières semaines un plan d'aide au Portugal, dont les finances publiques sont également dans une situation délicate, et revient à l'ordre du jour la question de la Grèce. Et nous le disions depuis le début, lorsqu'il y a un an, l'Union européenne a dégagé un plan d'aide, et rappelons-le, l'aide consiste à prêter de l'argent contre intérêt sonnant et trébuchant. Lorsqu'on a élaboré ce premier plan d'aide à la Grèce, 110 milliards d'euros, nous l'avons dit, de toute manière, lorsqu'on regarde les chiffres, il sera impossible à la Grèce de rembourser l'intégralité de sa dette. Alors, on peut discuter.
Sera-t-il possible de rembourser moyennant prolongation des délais, moyennant modification des taux d'intérêt, moyennant éventuellement ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire une réduction sur le principal? Peu importe. Aujourd'hui, il apparaît clairement qu'il faut être d'un optimisme délirant et je dirais béat pour faire croire que la Grèce sera en mesure de rembourser une dette qui, je le rappelle, en 2011 va s'établir grosso modo à 150% de son PIB, c'est-à-dire de sa création de richesse nationale, et est attendue, on l'attend du côté de 159% du PIB en 2012, et donc ça veut dire que cette dette continue à augmenter malgré le plan d'aide. Et je crois que tout le monde réalise ça, enfin tout le monde, c'est-à-dire la communauté des économistes, mais également les marchés financiers, réalisent bien qu'aujourd'hui, malgré tous les plans d'aide, la Grèce n'y arrivera pas. Et donc ça crée de l'incertitude. Et ce que nous avons dit, c'est que donc il va falloir mettre au point ce qu'on appelle une restructuration de la dette grecque. Alors à nouveau, de quoi s'agit-il? Soit faire un étalement dans le temps des paiements, c'est ce qu'on appelle d'habitude un rééchelonnement, soit réduire les taux d'intérêt, c'est-à-dire échanger de la dette à un taux d'intérêt X pour de la dette à un taux d'intérêt inférieur à X, soit accepter aussi de la part des créditeurs une réduction sur le principal, c'est-à-dire qu'une partie du capital emprunté ne soit pas remboursée. Pour nous, c'est un effort indispensable et ce n'est qu'en faisant cela que nous rétablirons un petit peu de crédibilité pour les programmes d'ajustement structurel que la Grèce a mis en place et donc cette crédibilité est la condition indispensable à ce que la Grèce puisse sortir en effet du trou où elle se trouve aujourd'hui. Alors le débat sur la restructuration de la dette grecque a vraiment été l'objet de ce que nous avons eu comme débat ici en plénière avec le commissaire Rehn. Il est clair qu'aujourd'hui, à la fois l'Union européenne, la Commission et la Banque centrale européenne s'obstinent à refuser l'éventualité même d'une restructuration, notamment parce qu'aujourd'hui, une partie de la dette grecque est aujourd'hui propriété, est détenue par des acteurs publics, que ce soit le Fonds européen de stabilisation financière et ou la Banque centrale européenne. Et ce que nous disons, c'est qu'il ne faut, pour cette raison-là, plus attendre, parce que plus longtemps on attendra, plus en réalité l'impact de la restructuration de la dette grecque sera porté par les contribuables des autres pays européens. Il est temps que les acteurs privés qui ont prêté de manière irresponsable prennent leur part du fardeau et donc acceptent de porter une partie de la perte liée à cette restructuration. Voilà les termes du débat, on n'en est pas sorti. Nous pensons que cette question va rester d'actualité. La crainte évidemment, c'est aussi que les acteurs privés, c'est-à-dire les banques notamment qui ont prêté à la Grèce, en prenant une partie de l'ardoise, finalement se retrouvent elles-mêmes dans une position délicate. Et c'est là tout le problème. Le secteur financier européen reste aujourd'hui insuffisamment capitalisé. Il est fragile, il est extrêmement fragile de sa propre faute parce qu'il a pris des engagements irresponsables. Et donc aujourd'hui, on s'engage dans une nouvelle phase de ce qu'on appelle les stress tests, vous savez, ces tests de résistance, où on va examiner de manière beaucoup plus aiguë que l'an dernier, parce que l'an dernier, on avait fait l'exercice et c'était un petit peu une blague. Rappelez-vous, les banques irlandaises avaient été déclarées saines, elles ont fait faillite quelques mois plus tard. On va retester la solidité de nos institutions financières. Alors c'est clair qu'il ne faut pas engager une restructuration de la dette souveraine grecque et éventuellement irlandaise à la va-vite. Il faut bien comprendre quelles sont les implications de cela. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il va nous falloir faire à la fois cette restructuration des finances publiques et donc de la dette publique en Grèce et sans doute en Irlande et restructurer de manière concomitante le secteur financier européen. Les deux sont intimement liés et c'est donc ce qui devra être fait dans les mois qui viennent. Et nous pensons que tant qu'on ne prendra pas ces deux problèmes qui sont liés à bras-le-corps, l'incertitude demeurera et donc l'agitation sur les marchés financiers. On en reparlera certainement à l'occasion des sessions suivantes du Parlement européen. À bientôt.